Avez-vous déjà mis les pieds dans un data center? C'est un endroit assez incroyable car il y a des dizaines, voire des centaines de rangées composées de switches, routeurs, serveurs. Et tous ces équipements procurent un bourdonnement inoubliable. Dans votre parcours de formation du monde des réseaux, vous devez savoir comment fonctionne un data center, car l'architecture est bien différente de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo, c'est-à-dire de comment les ingénieurs réseau structurent un centre de données. Les cours CCNA Fast sont mis à disposition gratuitement sur la plateforme YouTube en partenariat avec l'organisme de formation Formip qui propose des parcours certifiants 100% en ligne. Si vous souhaitez vous former et réussir une certification IT, alors je vous conseille d'aller voir sur le site formip.com. C'est le seul organisme de formation à proposer un second passage à l'examen en cas d'échec. Dans ce cours, on va commencer par voir ce qu'est exactement un data center et quel en est son rôle. On verra aussi pour quelles raisons, en tant qu'admin réseau, vous devrez rentrer dans un data center. Parce que si vous empruntez le chemin du réseau, eh bien il est fort probable qu'un jour vous serez amené à intervenir dans un data center. Un admin réseau qui rentre dans un data center se sentira forcément comme à Disneyland Paris. Je trouve que l'endroit est assez féerique, je dirais même, pour jouer avec les mots, magique comme Paris. Allez l'OM. Maintenant, pour voir à quoi ça ressemble de l'intérieur, je vous ai mis un lien dans la description pour faire un tour en 360 degrés à l'intérieur d'un data center de Google. On peut y voir des tas de rangées, plein de racks, des serveurs, des routeurs, des switches, bref, plein d'équipements comme un parc d'attractions. Par exemple, si vous ne loupez aucune vidéo de la chaîne Formip, eh bien c'est peut-être depuis ce serveur que vous me regardez. Vous l'aurez deviné, les grandes entreprises comme Google, Facebook, Amazon ou encore Microsoft ont des data centers. Et si un jour vous rejoignez l'une de ces entreprises, eh bien vous pourrez accéder à ce merveilleux endroit. Mais qu'en est-il des autres entreprises qui ne sont pas aussi grandes que ces mastodontes? Eh bien en fait, toutes les entreprises utilisent des data centers, mais pas de la même manière. Par exemple, pour héberger mes formations, je pourrais très bien choisir l'option d'avoir mon propre data center. Alors ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'ouvrir un grand entrepôt à l'image d'Amazon, avec des tas de rangées de serveurs, mais plutôt un petit local à mon domicile dans lequel est stocké mon serveur web. C'est-à-dire avoir une petite baie informatique à domicile avec bien sûr une très bonne connexion internet. D'ailleurs, de nombreuses entreprises aujourd'hui fonctionnent encore comme ça. Maintenant, pour héberger sa propre baie informatique, cela demande de suivre plusieurs normes pour répondre à ses besoins. Par exemple, il faut une bonne connexion internet ou bien un plancher surélevé pour faire passer la clim permettant de refroidir les machines. Sans parler d'avoir un système de redondance pour limiter les pannes. C'est pourquoi il est tout de même préférable de louer un espace ou bien des emplacements de rack dans un data center. C'est ce que la majorité des entreprises font aujourd'hui. Dans un centre de données, on aura donc des centaines de racks et de machines appartenant à des clients différents. Pour héberger mes formations, j'utilise donc le cloud qui est relié directement à un data center. Et plus précisément, c'est même un logiciel en tant que service, un SaaS. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. De cette façon, je n'ai pas besoin de louer un espace ou d'avoir mon propre matériel. Je n'ai qu'à uploader mes parcours de formation sur la plateforme. Si votre entreprise loue des emplacements dans un data center, alors votre rôle en tant qu'admin réseau est de savoir gérer et concevoir ce type d'architecture. Et justement, c'est ce dont on va parler dans ce cours. On va voir ce que je ferais si je devais concevoir ma propre plateforme de formation en ligne dans un data center. Je vais donc devoir louer plusieurs espaces dans le centre de données. Pour l'exemple, je vais louer 3 baies informatiques dans lesquelles je vais mettre plusieurs serveurs web, des serveurs de base de données, etc. Et pour le réseau, dans chacune des baies, j'aurai 1 ou 2 switches qu'on place généralement tout en haut. C'est ce qu'on appelle des commutateurs Tor. Alors, rien à voir avec le dark web ou bien le gars des Avengers avec son marteau. En fait, les initiales Tor signifient Top of Rack. C'est pour cette raison qu'on les place en haut de chacune des baies informatiques. Les serveurs devront ensuite se connecter à leurs switches respectifs.
Maintenant, il faut que l'ensemble de ces serveurs puissent communiquer vers Internet. On va donc rajouter 2 switches haut de gamme qui feront partie de la couche de distribution. Les commutateurs Tor faisant partie de la couche d'accès vont venir se connecter sur les switches de distribution. Et comme on veut de la redondance, on va doubler les liens. Pour continuer encore au-dessus, on aura un très gros switch faisant partie du noyau central, c'est-à-dire la couche Core. Ce switch sera bien évidemment un switch multicouche. Et les switches de la couche de distribution viendront se raccorder sur ce gros switch. Alors, dans un data center, les équipements des couches Core et distribution ne flottent pas dans les airs, comme représenté sur le schéma. En général, ils ont soit leur propre baie de réserve, ou bien ils sont intégrés dans l'une des baies informatiques. Maintenant, on va dupliquer le gros switch multicouche avec des liens vers les switches de distribution pour ajouter de la redondance. Et comme il s'agit d'un data center, eh bien je ne serai pas le seul client, à moins de posséder le data center entier comme Facebook, Google ou Amazon. Nous aurons donc d'autres baies de la couche d'accès avec leurs commutateurs Tor et d'autres switches de la couche distribution. Ces derniers viendront se connecter au noyau principal, la couche Core. Alors vu comme ça, si on a ce type de montage aujourd'hui dans les data centers, eh bien ce serait un gros problème de conception. Pourtant, vous me direz qu'on a une full redondance, et que si un lien ou un switch tombe, eh bien l'ensemble des équipements continueront de fonctionner. Alors pour ça, c'est vrai. À l'époque, on se préoccupait uniquement du trafic qui allait et venait d'Internet. Par exemple, ici, on a Jesse qui veut continuer son parcours de formation CCNA. Il arrivera au data center vers la couche centrale, descendra ensuite vers un des switches de la couche de distribution pour arriver à la couche d'accès dans le serveur web où est hébergée la formation CCNA. Et le serveur enverra le module de formation que veut suivre Jesse par le même chemin. C'est ce que nous appelons le trafic nord-sud, parce que nous n'avons qu'un sens d'échange. C'est montant-descendant. C'est comme ça que les data centers étaient autrefois conçus. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même donne, et devinez pourquoi. À votre avis, qu'est-ce qui a changé depuis quelques années? À l'époque où ce type d'architecture était très répandu dans les data centers, on ne se préoccupait pas de la communication entre des serveurs d'une baie différente. L'attention était plutôt portée sur le trafic qui allait et venait d'Internet. Avez-vous trouvé ce qui a changé pour que l'on commence à s'intéresser au trafic entre serveurs? Eh bien, il s'agit de la virtualisation. Avec l'arrivée de serveurs distribués, désormais, les machines qui sont situées dans des baies différentes communiquent beaucoup plus qu'avant. Alors, à votre avis, comment appelle-t-on le trafic de serveur à serveur? Petit indice, pour vous aider, le trafic de serveur à Internet se fait appeler nord-sud. Je pense que maintenant, vous avez trouvé. Une communication de serveur à serveur se fait appeler trafic est-ouest. Maintenant, le problème, c'est qu'une conception comme celle-ci n'est pas très adaptée pour du trafic horizontal. Ce type d'architecture est plutôt prévu pour du trafic vertical, le nord-sud. Et malheureusement, depuis l'arrivée de la virtualisation, eh bien le trafic à l'horizontale représente plus de 70 à 80% de charge dans les data centers. Par exemple, ici, dans notre conception à 3 niveaux, si ce serveur veut communiquer avec celui-ci, eh bien les données vont passer par le switch Tor de la baie, puis par la couche de distribution, pour ensuite arriver sur la couche centrale, et les données redescendront en suivant le même process vers le serveur. Alors vu comme ça fonctionne, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est dommage de devoir faire autant de sauts pour arriver à sa destination, alors que ce n'est pas très loin. Et avec les technologies d'aujourd'hui, les données doivent circuler de plus en plus vite. C'est pourquoi il a fallu modifier l'architecture des data centers depuis la virtualisation. Les topologies de type campus que nous avons vues jusqu'ici ne sont donc plus adaptées pour les data centers. Pour comprendre, on va repartir depuis la couche d'accès. Nous aurons toujours des switches en haut de chaque baie, sauf qu'ils vont porter un nouveau nom. Alors ça peut paraître bizarre, mais ils vont s'appeler des commutateurs feuilles. En anglais, vous verrez plutôt le nom de leaf switch. Les serveurs seront donc tous raccordés à leurs commutateurs feuilles qui feront toujours partie de la couche d'accès.
Et là où ça change, c'est que nous avons un nouveau type de switch juste au-dessus, faisant partie de la couche distribution. Ce nouveau type de commutateur se fait appeler spine switch. On peut traduire ce mot par épine dorsale, ou bien on peut le voir comme un tronc d'arbre pour se rapporter aux feuilles. En gros, c'est lui qui supportera tous les allées et venues entre serveurs. C'est une sorte de colonne vertébrale. En réseau, on appelle ça le backbone. En fait, le backbone, c'est ce qui va supporter la partie la plus importante du trafic, avec une bande passante énorme. Ce type d'équipement, que ce soit un switch ou un routeur, sera donc un monstre du réseau avec de multiples châssis. En gros, on ne plaisante pas avec lui. Vous l'aurez compris, ce type d'équipement ne sera pas le même que dans la conception précédente, celle sur 3 niveaux. Concernant la connexion, les troncs d'arbres, les spine switch, vont venir se connecter aux feuilles, les lignes switch, avec un maillage complet. Chaque commutateur feuille est connecté à chaque commutateur de la colonne vertébrale. C'est ce que nous appelons une architecture spine leaf. Ce que vous voyez ici est la norme d'aujourd'hui. C'est comme ça que de grandes entreprises comme Google, Facebook ou Amazon conçoivent leur centre de données. Alors pourquoi utiliser plutôt ce type d'architecture à la place de l'autre qu'on a vu au début du cours? Parce que vu comme ça, c'est un peu le bordel en câblage. Eh bien en fait, là où ce type de conception trouve toute son importance, c'est sur le trafic est-ouest. Rappelez-vous, nous avions un problème sur le trafic serveur entre les différentes baies informatiques depuis l'arrivée de la virtualisation. C'est-à-dire qu'on voudrait que ce serveur puisse parler avec celui-ci le plus vite possible. Et avec cette conception, eh bien c'est le top. Voilà comment ça se passe. Les données vont aller vers le commutateur spine pour ensuite descendre directement vers le serveur. Et c'est tout. Ce qui nous donne un total de 2 sauts. N'importe quel serveur qui souhaite parler à d'autres serveurs fera donc un maximum de seulement 2 sauts. Alors qu'avant, dans la conception à 3 niveaux, on avait au minimum 3 sauts, voire même parfois plus. Aujourd'hui, on se soucie plus du trafic est-ouest que le nord-sud parce que ça représente tout de même plus de 70 à 80% du trafic. On va maintenant jeter un œil rapidement sur à quoi ressemblent des appareils de niveau spine. Ici, nous avons un appareil de la classe Nexus de chez Cisco. Si vous êtes un jeune padawan dans le monde de Cisco, eh bien il faut savoir que les principaux commutateurs des couches de distribution et core dans des bâtiments d'entreprise sont des catalystes. Et dans les data centers, ce sont des Nexus, car ils sont beaucoup plus massifs et permettent des débits beaucoup plus rapides. Regardez par exemple ce Nexus 9364C sur 2 racks qui est un switch spine. On peut le voir comme un Cyan 2 avec un niveau de 12,84 terabits. Alors qu'en dessous, nous avons un Nexus plus petit de 1 rack ou 1 U, mais qui est quand même extrêmement rapide. Il peut supporter des vitesses de 6,4 terabits par seconde. Regardez maintenant ce type de châssis monstrueux. Là, on est carrément dans un autre level. Lui, pour le faire tomber, eh bien il faut y aller. Avant de terminer le cours, on va voir une chose très importante. Si vous vous rappelez des cours précédents, on avait parlé de switch multicouche. Comme vous le savez, les switches travaillent à la couche 2, c'est-à-dire que eux, leur truc, c'est les adresses MAC. Alors que les routeurs, eux, travaillent à la couche 3, et sont plutôt intéressés par les adresses IP. Eh bien, un switch multicouche va bosser à la fois avec de la couche 2 et de la couche 3. On peut le voir comme le polygame du réseau, ou celui qui est marié et jongle avec une maîtresse. Chose que je ne recommande, bien évidemment, pas du tout. Quoique... Eh bien, dans notre conception, la connexion qu'on a ici n'est pas de couche 2, comme on peut le voir très souvent en connectant 2 switches ensemble, mais c'est plutôt de la couche 3. Ce qui veut dire que les commutateurs Leaf et Spine sont du multicouche. Pourquoi est-il préférable d'avoir des liens de couche 3 plutôt qu'en couche 2, comme on a pu le voir jusqu'ici? Alors même si on n'en a pas encore parlé, c'est à cause du spanning tree. On le verra plus en détail dans la suite du programme, mais en fait, le spanning tree permet d'avoir une topologie sans boucle. C'est-à-dire qu'ici, pour éviter les boucles, ce qui peut entraîner des collisions, eh bien 2 liens sur 3 seront bloqués par le spanning tree.
Ce qui veut dire que du coup, ça réduit fortement la bande passante, puisque les données ne circuleront que sur un lien au lieu de 3. Tandis qu'avec du multicouche qui intègre la couche 3, ça permet d'équilibrer la charge entre les 3 liens, et ainsi de garder toute la bande passante, ce qui n'est pas négligeable. Ce type d'architecture, en spine leaf, se fait d'ailleurs appeler underlay. On peut traduire littéralement ce mot par superposition. C'est ce qui permet justement de faire de l'automatisation de réseau, et on verra aussi ce procédé dans un prochain cours. Et c'est la fin du cours sur les data centers. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Alors oui, je te tutoie car si tu es arrivé jusque là, c'est que tu fais partie des plus fidèles. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et me laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Et si le monde du réseau t'intéresse, eh bien ça tombe bien, car tu peux retrouver le parcours complet sur la plateforme de formation en ligne Formip en t'inscrivant gratuitement avec le lien disponible dans la description. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.